Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Bienvenue à Tout savoir en 24 minutes. Bonjour Mario. Bonjour. Grosse fin de semaine de lendemain du Super Bowl. On aura l'occasion d'y revenir, bien évidemment, parce que l'actualité n'a pas cessé durant ce temps-là. Puis ça commençait ce matin avec un rapport qu'on peut juger, je pense, de dévastateur, Mario, de la vérificatrice générale du Canada. On l'attendait un peu quand même. Là. On aurait été surpris qu'elle dise que tout est bien correct parce qu'il y avait eu des rapports préliminaires d'autres officiers, des enquêtes moins complètes que la vérificatrice générale, mais qui avait commencé à nous mettre la puce à l'oreille que ça allait pas du tout là, à Arrive-Can. Oui, à Arrive-Can, parce que c'est ça qui est concerné dans ce cas-ci, là, l'application qui avait été créée en plein milieu de la pandémie de COVID. Je rappelle, on voulait être capable de compiler les données médicales des voyageurs qui arrivent au Canada, comme le dit bien évidemment le nom de l'application. On avait fait ça un peu en panique, en urgence, le 29 avril 2020. Et là, ce qu'on se rend compte, ça s'est fait en panique durant tout le long de la planification de cette application-là, à un point tel que pour la vérificatrice générale, Mme Karen Hogan, c'est tellement le foutoir qu'elle n'est même pas capable de dire avec précision combien ça a coûté cette application-là. On rappelle, au départ, on faisait flotter des chiffres de 80 000 $. Et là, pour Mme Hogan, on dit que c'est une application qui aurait coûté environ 59,5 millions de dollars. Dont elle est certaine. Oui, dont elle est certaine parce qu'elle dit que les chiffres, la comptabilité, c'est tellement le bordel, c'est vraiment le terme que je vais utiliser ici, c'est tellement le foutoir que elle n'est pas capable de comprendre. En fait, c'est probablement plus, mais elle est sûre de 59,5. Oui, elle parle là, des livres les moins bien tenus, dans les pires qu'elle ait vus depuis plusieurs années. Là. Puis on se comprend, vérificatrice générale, c'est ce qu'elle fait dans la vie, c'est de la vérification. Elle dit que les livres, entre autres, les factures qui étaient refilées aux sous-traitants, à partir du sous-traitant jusqu'au fédéral, mais c'était n'importe quoi. Des fois, on n'était même pas au courant c'était quoi exactement qu'on facturait. Exactement, des factures sans aucun descriptif. Et ça, elle peut pas avoir plus louche que ça. T'as une facture, c'est pas des factures de quelques piastres, des factures de millions, payées rubis sur l'ongle. T'envoies la facture, t'es payé. Mais dans la facture, il n'y a aucun descriptif de OK, mais qu'est-ce que tu as accompli? C'est quoi ton travail? C'est quoi que tu as fait? Combien d'heures? Combien d'employés pendant combien d'heures? Qu'est-ce que tu as fait pour ce prix-là? Oui, puis aucun descriptif. Oui, puis non seulement il y en a de ces factures-là, mais c'est parce que c'est une grande proportion. C'est 18% au moins là, des factures qui n'ont même pas assez de descriptif pour expliquer c'est quoi qui a été fait quand on a payé. Je rappelle, c'était supposé coûter 80 000. On est rendu à 59,5 millions de dollars. Donc, ça a eu l'effet d'une bombe ce matin, de ce rapport d'une quarantaine de pages qui est tombé, puis qui fait poser toutes sortes de questions, évidemment, à Ottawa, sur comment ça a été géré exactement. On se comprend même que l'entreprise qui a obtenu le contrat, le GC Strategies, une entreprise qui a été fondée en 2015 à Ottawa. Mais oui, tu comprends qu'ils ont eu le contrat. C'est comme si le gouvernement disait... Je suis tellement incompétent pour faire une application que non seulement je vais en sous-traitance, mais il faut que j'aille en sous-traitance pour que quelqu'un donne la job au sous-traitant. Tu me dis, tu sous-traites la distribution de la job au sous-traitant. Oui, tu sous-traites le sous-traitant. Ouais. En clair. Fait que c'est cette entreprise-là qui se faisait payer pour distribuer le travail au sous-traitant. Oui, puis on comprend même que comment on a déterminé c'est qui le sous-traitant final qui fait ça. Les documents sont tellement tout croche qu'on n'est même pas capable de comprendre comment ça a été accordé, ce contrat-là. Je rappelle, un contrat de millions, de dizaines de millions de dollars. Ouais. Et l'étape finale, c'est que la police est là-dedans. Ça, c'est peut-être, certains diront, la partie rassurante. À cette étape-ci, la GRC confirme, parce qu'il y a peut-être eu du vol carrément. Il y a peut-être eu juste de la mauvaise gestion, puis des gens qui ont facturé, disons... C'est la différence entre peser fort sur le crayon, t'as fait vraiment du travail, t'as chargé cher, le gouvernement était pressé, t'as chargé cher. Disons, c'est comme, Ça, c'est difficile à avaler, mais au moins... Mais est-ce qu'il y a eu du vol? C'est-à-dire, exemple, dans le scandale des commandites, il y a eu du vol. Là. Des gens qui ont fait, exemple, ils ont fait un rapport une fois, ils l'ont facturé 2 fois. Là. La deuxième facture, tu dis, OK, c'est que t'as pas fait t'as rien fait, tu t'as refait payer une deuxième fois pour le même travail. C'est du vol de l'argent des contribuables. Ouais. Est-ce qu'il y en a eu dans ce cas-ci? La GRC enquête. Oui, et là, sur un côté plus politique, Mario, ça amène toutes sortes de questions, évidemment, sur le Parti libéral lui-même, sur la manière de gérer l'argent des contribuables. On se comprend que juste ce cas-là a de quoi alarmer peut-être les contribuables. Oui, mais les conservateurs blâment directement les libéraux. Quand t'es au gouvernement, t'es toujours responsable quand il y a de l'argent qui est gaspillé à ce point-là. On n'a pas, de traces de doigts là, des libéraux dans les dossiers. C'est pas comme il n'y a pas des exemples où c'est les ministres qui ont fait sortir l'argent ou qui ont donné le contrat. Est-ce qu'ils ont géré assez serré? Les conservateurs, eux autres, dans leur attaque, disent oui, mais nous,
on posait des questions en chambre. Déjà, à cette époque-là, on soulevait attention. Donc, les ministres ne peuvent pas dire on n'y a pas pensé, on les avait avertis. Mais pour l'instant, ça a surtout l'air d'être une affaire de mauvaise gestion au niveau des fonctionnaires. Mais moi, j'ai toujours pensé que la fonction publique, tout ça, c'est comme une grosse machine, grosse organisation. Puis, si les boss en haut, puis là, je parle du premier ministre, du conseil des ministres, s'ils envoient un signal là, que chaque pièce est importante, puis que nous, est un gouvernement qui veut gérer hyper serré, puis qui regarde toutes les dépenses 3 fois avant de dire oui puis les signer, probablement que tout le monde marche les fesses un peu plus serrées. Oui, puis il y a de la vérification, puis tout le monde là, on se donne... dit, là, si on se fait pogner, le gouvernement est tellement économe, si on se fait pogner par un ministre à avoir gaspillé, on va se faire serrer les ouïes. Mais dans l'univers de Justin Trudeau, le message qui est passé, c'est exactement le contraire. Là. L'argent est infini. Il faut dépenser, il faut investir dans notre population, faire des déficits, c'est bien. Il faut faire des déficits parce qu'il faut investir dans notre population. Donc, tu dis, moi, je suis sous-ministre dans cet environnement-là. Là, je me sens pas comme qu'il y a quelqu'un qui me regarde par-dessus l'épaule, qui regarde les chèques que je fais. Tu sens que, on dépense. C'est une bonne période pour dépenser. Et s'il n'y a pas de responsabilité politique directe là, dans ce dossier-là, moi, j'impute quand même, disons, une atmosphère générale de largesse dans les dépenses. Actualité. C'est aujourd'hui que s'ouvrait l'enquête publique du coroner sur le décès de la sergente Maureen Brault. C'est cette policière qui est décédée à Louisville le 27 mars 2023. Là, il y a un peu moins d'un an. Une histoire qui avait secoué le Québec, entre autres, là, parce qu'on a eu, oui, une policière qui est décédée en fonction, ce qui est relativement rare quand même là, au Québec, mais également qu'un autre des policiers a été là, sévèrement blessé à la suite de l'altercation dans laquelle l'assaillant lui-même est décédé. Et là, on ouvrait là, avec le premier d'une 60aine de témoignages qui vont être entendus par la coroner Jeanne Kamel, hein, qui a été bien connue, entre autres, dans toutes ces histoires là, de coroner du SCD, CHSLD durant la pandémie. Et là, on entendait, entre autres, aujourd'hui, le témoignage là, de l'enquêteur du Bureau des enquêtes indépendantes, Patrick Michaud, qui a expliqué un peu comment tout ce qui a précédé, si on veut, le drame du 27 mars 2023. Et ce qu'on apprenait aujourd'hui, c'est qu'on avait déjà appelé la police le 24 mars, soit 3 jours plus tôt, un proche... Pour le même individu. Pour le même individu, Isaac Brouillard-Lessard, donc de Louisville. Ses proches qui avaient appelé, entre autres en disant, qui était en psychose, qui craignait pour sa santé, sa sécurité. Parce qu'il menaçait son entourage. C'est ce qu'on a appris. Là. Il menaçait, il envoyait des messages textes menaçants. Menaçait assez son entourage avait peur. Oui, exactement. Et là, on était allé à sa rencontre. On avait jugé qu'il n'y avait rien à craindre là, pour sa sécurité, pour celle des autres, finalement. Donc après ce premier signalement-là, 3 jours plus tôt, on était rentré, puis tout semblait être revenu dans l'ordre. Là, c'est 3 jours plus tard, par la suite, il y a des menaces qui sont émises auprès d'un oncle de cet homme-là, d'Isaac Brouillard-Lessard. Et là, les policiers sont déployés sur place pour venir procéder à son arrestation. Et là, ce qu'on raconte, c'est que M. Brouillard-Lessard aurait ouvert la porte et lorsqu'on y aurait annoncé qu'on venait l'arrêter, il aurait poussé un cri, aurait attrapé derrière la porte un couteau. Et là, confrontation s'ensuit, frappe, poignarde à la tête William Berrouard, qui est un autre policier qui est là sur place. On parle d'une fracture du crâne qui est subie à ce moment-là. Puis l'altercation se poursuit dans les marches d'un escalier à côté. Et c'est là que la sergente Maureen Brault, elle, se fait poignarder au cou, à la tête, puis les blessures lui ont été complètement mortelles. Et par la suite, les autres policiers qui étaient sur place, eux, ont criblé de balles le suspect de 35 ans qui s'est retrouvé, là, quand même, là, on parle là, d'au moins une quinzaine de reprises. Là, on a tiré sur cet homme-là qui a été abattu par la suite. Trouver toutes sortes d'objets aussi chez le suspect dans cette histoire-là. Là, une épée comme un katana, là, donc un sabre japonais, une hachette, un poignard qui ont été découverts chez lui. Donc, c'est une enquête du coroner qui va se poursuivre. Ça fait tellement peur parce que tu dis, le gars, ce qu'on voit, là, il est décédé aujourd'hui, mais il était fêlé complètement, pas stable, menaçait. Puis sa maison est pleine d'armes. Là. Ouais, des armes blanches qui sont quand même faciles à se procurer. On se comprend un couteau, ses voisins là, avaient peur de lui. Là, ses voisins disaient qu'il criait. On avait toutes les histoires. Les voisins avaient peur de lui. Mais avait-tu raison d'avoir peur, les voisins? Mettons une altercation ou un jour qui file pas bien ou quelqu'un qui demande juste d'arrêter de crier le soir pour dormir. Tu dis, le gars, il est armé jusqu'aux dents. Là. D'armes blanches, bien pas d'armes à feu, mais quand même. Quand même, tu dis, il est vraiment dangereux. Oui, puis ça fait écho à toutes sortes d'histoires aussi qu'on entend dans les dernières années, Mario, là, de gens qui sont instables mentalement, qui ont des troubles mentaux, qui ont des signalements là, de la police. Teintés d'agressivité. C'était des troubles mentaux qui sont... c'est ça, mais des troubles mentaux là, teintés d'agressivité, là, d'un historique d'agression, d'agressivité. Oui.
Puis c'est plein d'armes chez eux. Ouais, puis les signalements précédents ne mènent pas à une arrestation. Il n'y a pas de prévention qui est faite à ce niveau-là. On se comprend, il y a la présomption d'innocence. On peut pas arrêter les gens pour tout et n'importe quoi, mais quand même, il y a une inquiétude autour de ça. Mais l'enquête est importante parce qu'il reste que le public, les premières versions, on avait l'impression que c'était un appel des voisins, une espèce d'appel de service, de routine. C'est pas ça du tout, là, vraiment. C'était une arrestation qu'on savait qu'il pouvait quand même... Que les policiers savaient quand même que c'est une arrestation qui pouvait se compliquer parce qu'ils étaient 4, deux en renfort qui étaient restés derrière. Est-ce que l'arrestation s'est pas fait? Je crois comprendre qu'ils n'ont pas été aidés par le genre de configuration avec un petit balcon. Là, il était à l'étroit sur un petit balcon et tout ça. Mais... Oui, c'est ce qu'on comprend. Puis que l'enquête va continuer à établir. Mais effectivement, là, un autre cas comme ça là, d'instabilité mentale qui a malheureusement mené là, dans ce cas-ci à 2 décès au total dans l'histoire. Tout savoir en 24 minutes. On parle de justice, c'est justement Simon Jean Barrette, le ministre de la chose, était aujourd'hui au Palais de justice de Montréal pour annoncer toutes sortes de mesures qui veulent venir alléger, aider à l'efficacité du système de justice. Parce que là, je comprends que dans les... efficacité puis système de justice dans la même phrase. Je les ai mises parce que là, Mario, on s'entend. Au Québec, on a comme les gros systèmes là, globaux sur lesquels on a chialé le plus ces temps-ci. Bon, système de santé, ça revient, c'est périodique. Là, c'était l'éducation depuis un moment. On était sur l'éducation. Le système de santé est hautement inefficace. Mais comparé à la justice, là, c'est un tank de guerre. Là. Oui. On se comprend, là. Bon an, mal an, il va quand même aller de l'avant. La justice, là, je veux dire, la justice est toute structurée en fonction de délais, de prolonger tous les processus imaginables. C'est l'inefficacité montée. Je sais toujours, je suis pas fou, là, autour du fait que chacun a le droit de défense juste et équitable. Dans des délais raisonnables. Fait que là, s'il manque un document, ben là, le fait qu'on n'a pas ce document-là, ça pourrait porter préjudice à la personne. Fait que là, il faut retarder le procès, remettre ça la semaine prochaine, mais... Efficacité. Mais là, les gens qui connaissent ça disent que c'est pas fou. Simon Jean Barrette aurait assis tout le monde ensemble, il y aurait quelques consensus. Oui, puis c'est ce qu'il venait annoncer aujourd'hui. En même temps, il est sorti des chiffres. Là, on parle l'an dernier, là, durant 2023, 357 abandons de procédures, puis pas dans des causes civiles, là. Simplement criminels. Il y a 357 abandons de procédure. Dont des crimes violents. Dont des crimes violents. Puis là, il faut comprendre, par contre, 357 arrêts de procédure, c'est pas 357 cas nécessairement. Dans un seul cas, il peut y avoir plusieurs arrêts de procédure. Mais quand même, on se comprend. Puis ce que quelqu'un m'a dit aussi, ça veut pas dire que c'est 357 condamnations. Ils disent des fois... Le DPCP pousse moins ou abandonne une cause ou en cours de route, il se rend compte que il y a peut-être pas toutes les preuves ou tu sais. Puis ils vont pas insister autant, mais quand même là, c'est des chiffres qui devraient être inacceptables dans un système comme le nôtre. Quand il y a arrestation puis qu'il y a des crimes ont été commis, il devrait y avoir procès. Oui, puis surtout que c'est hautement inégal la manière dont c'est réparti ces arrêts-là. Là. Quand on parle des arrêts de procédure, à Montréal, il y en a eu 10 sur le territoire montréalais. Combien dans le Grand Nord, Mario? 171. L'an passé. Parce que là, on n'a pas de ressources. On se comprend. Les régions où on n'a pas de ressources. Donc là, on venait tout juste de nommer du côté de M. Jean Barrette 14 juges en chambre criminelle et pénale, mais lui parle maintenant d'optimiser les ressources en permettant, par exemple, là, aux juges de paix, là, ceux qui, par exemple, s'occupent habituellement des contraventions, de venir siéger occasionnellement pour aider dans des comparutions criminelles. En fait, il ferait, idéalement, là, il ferait tous les dossiers. Ils peuvent pas faire le jugement sur une cause, mais ils peuvent faire la remise en liberté, la demande de remise en liberté. Exactement, parce que ça, c'est l'enquête préliminaire, hein, c'est comme ça qu'on appelle ça. On va juger si une personne, en attendant son procès, est apte à retourner dans la collectivité. Là. A des risques de s'enfuir, a des risques d'être violent, un danger pour qui que ce soit et lui-même, etc. Et là, on va permettre donc à ces juges-là d'opérer sur cette partie-là, cette portion-là du jugement, ce qui va permettre, entre autres, aux juges qui se prononcent sur les grandes causes criminelles, mais de travailler à temps plein sur les grandes causes criminelles. On parle aussi de formation de greffière, hein, qui est un poste qui manque énormément, là, tout comme les constables spéciaux et autres dans les palais de justice. Là, on parle d'une formation qui va être plus courte, donc entrer en poste plus rapide. On parle de primes d'attraction, primes de rétention aussi qui vont être annoncées pour divers postes dans les palais de justice. Bref, mieux optimiser les ressources, puis surtout en attirer des nouvelles, là, parce que pour certains postes, Mario, on se comprend, c'est vraiment la pénurie de main-d'œuvre, là, comme un peu partout. Savoir et comprendre, tout savoir en 24 minutes.
Toujours les affaires judiciaires et criminelles. Aujourd'hui, une nouvelle fusillade a éclaté à Montréal. Toute une? Oui, et toute une dans Montréal-Nord. Puis ici, les fusillades, on n'est pas rendu étranger ici dans la grande région de Montréal. Non, mais ça, je comprends que c'est 2 véhicules, ça se tirait en pleine rue. Exactement. Dans plein milieu d'une rue résidentielle là, aussi. Là. C'est les facteurs qui sont aggravants dans cette cause-là où, heureusement, pour l'instant, semble-t-il, il n'y a pas de blessés, il n'y a pas de morts, mais on parle d'une fusillade. Donc, en pleine rue, là, à une intersection d'une zone résidentielle, vers 13h30 aujourd'hui, 2 véhicules là, qui se canardent, on va le dire comme ça, là, l'un et l'autre, ils sont tout près d'un parc pour enfants. Là. Il y a un parc qui se situe, là, le parc Ottawa, juste à côté, des modules de jeu pour les jeunes à proximité. Là. Est-ce qu'on prend une balle perdue là-dedans? C'est vraiment vite arrivé. On a tiré plusieurs coups de feu, puis on a déguerpi du côté des 2 véhicules. Pour l'instant, on n'a retrouvé ni les assaillants, ni leurs véhicules dans cette confrontation-là. Mais ça vient faire écho, bien évidemment, la semaine dernière, il y avait une fusillade dans un stationnement de Laval en plein jour, stationnement public. Donc, c'est surtout les endroits là, où se mènent les échanges de coups de feu, on se comprend, qui deviennent de plus en plus le risqué, Mario, là, à ce point-ci. Ouais, mais ça en est un gros quartier, évidemment, qui a été chaud là, ces dernières années, Montréal-Nord. Qu'est-ce que la police sait? Est-ce que la police se doute de certains groupes? C'est quand même un peu moins pire. C'était un peu moins pire. J'avais l'impression, une petite période cet automne d'accalmie, moins de crimes par arme à feu. Mais là, d'habitude, on dit que c'est l'été que c'est pire, mais là, on est en plein hiver, là, quoi qu'il fait pas très froid. Mais, ouais. Et on dirait que ça reprend, là, donc c'est peut-être de mauvais augure pour les mois qui viennent et l'été à venir. Oui, surtout que là, on a parlé du stationnement, cette fusillade-là, c'est à Laval. Puis Laval, c'était vanté, là, justement, des chiffres de violence par arme à feu qui étaient en baisse aussi. Puis c'est vrai. Mais là, est-ce qu'on voit une recrudescence puis ça revient de plus belle? Ça reste à voir. Tout savoir en 24 minutes. Aujourd'hui, se recueillaient ensemble plusieurs organismes de mobilité ensemble. Puis quand je dis mobilité, je parle bien évidemment de transport en commun. Et là, du côté là, de Vivre en ville, entre autres, on se regroupait auprès de Trajectoire Québec pour faire le bilan des transports en commun. Puis on a martelé aujourd'hui que la CAQ n'en fait pas assez et que leur bilan est jugé, là, je réutilise leurs mots, catastrophique dans ce cas-ci. On parle entre autres de tous les projets qui sont sur la table, mais qui sont pas encore là, une étape même de construction, début des travaux. C'est surtout que les projets, mettons, je trouvais qu'on était plus avancés il y a 3 ans qu'aujourd'hui. Moi, j'étais un peu découragé. Je me souviens même d'avoir fait une chronique, je pense que c'était à LCN le matin, là, à l'émission du matin, sur le fait qu'il y avait quand même plusieurs beaux projets de transport en commun. À l'époque, t'avais le tramway à Québec, pas tout le monde qui l'aimait, mais c'était quand même un projet. T'avais le REM de l'Est. T'avais le REM qui était en construction, t'avais le REM de l'Est. Puis là, le REM en construction à Brossard, t'allais avoir un tramway probablement sur la Rive-Sud, jusqu'à Longueuil pour le rejoindre. T'avais plein de prolongement du métro. Prolongement dans la ligne bleue du métro. Le tramway de Gatineau aussi, auquel on peut ajouter. Puis c'est tous ces projets-là qui sont en ce moment neutres, là. On est dans des... Soit arrêter, soit retourner à l'étude, retourner sur la planche à dessin. Il y a juste la ligne bleue qui, en théorie, se fait, mais à un rythme risible. À un rythme risible, c'est le cas de le dire, Mario. Donc, c'est ce qu'on a dénoncé aujourd'hui, là, le fait que ils ont qualifié de champ de ruine là, l'État, en ce moment, du transport en commun au Québec, là, ou du moins des projets qui sont à l'avant. On demandé au gouvernement, encore une fois, aujourd'hui, de mettre vraiment l'argent sur la table pour que les projets se fassent. Là. Puis on dénonçait, encore une fois, quelque chose qui avait déjà été dénoncé par quelques analystes politiques à l'époque, quand on avait commencé à mettre, par exemple, le projet, le dossier là, du tramway de Québec à la Caisse de dépôt et de placement, là, à CDPQ Infra aussi, mais qui, selon eux, c'est un peu l'espèce de dédouanement que fait le gouvernement, là, de mettre ça sur leur dos pour qu'après ça, puissent se dédouaner et dire « Ah, c'est eux, c'est CDPQ Infra qui s'occupe de tout ça. » T'as-tu la même vision, toi, Mario? Je suis ambigu. J'ai de la misère à voir que dans une CDPQ, là, c'est la Caisse de dépôt. Bon, je comprends qu'ils ont un bras infrastructure, mais initialement, le bras infrastructure était là. Tu sais, la Caisse de dépôt, ça gère nos avoirs pour préparer nos retraites. Faire fructifier nos avoirs, c'est notre REER collectif, c'est notre retraite collective. Fait que c'est là pour faire de l'argent. Sinon, ça n'a pas d'autre raison d'être. Là. C'est pas là pour organiser le transport. Donc oui, le REM, ils ont dit ça, on va en faire un projet, on va pouvoir peut-être l'exporter après. C'est un projet qu'on va rentabiliser. Donc avec l'argent du fonds de pension des Québécois, on va faire, mettons, du 5% par année. On va faire un rendement. Je ne sais pas du combien de pourcents par année qui était prévu. Mais là, tu te dis, OK, là, on a fait une fois, ça a marché, mais là, est-ce que ça va devenir qu'à chaque fois qu'on a du transport en commun à développer, on remet ça à la Caisse de dépôt? Je suis sceptique, là, tu sais, je me demande si tu passes notre ministère des Transports, parce que là, on nous dit au ministère des Transports, on n'a pas les ressources, OK, parce que le ministère des Transports est incompétent, avec là, on remet ça à la Caisse de dépôt. En tout cas, je suis
Moi, je me pose des questions. On va voir. Écoute, on n'attendra pas longtemps. Là, ce printemps, dans quelques mois à peine, on va avoir un gros test. On va voir qu'est-ce que la Caisse de dépôt qui s'est fait mettre une patate chaude terrible entre les mains avec le tramway de Québec. En 6 mois. Ils ont 6 mois pour venir avec des réponses. Sur un projet qui a pris des années à être sur la table. Qu'est-ce qu'ils vont dire, qu'est-ce qu'ils vont faire? Là? C'est ça la question. J'ai hâte de voir. Économie. Désagréable surprise ce matin pour plusieurs utilisateurs de ce service qui est cher à tant de Québécois et Québécoises. La SAQ qui annonce aujourd'hui une augmentation de prix, là, la majoration va être augmentée. Mais pas ordinaire, là, parce qu'on a souvent, ils vont nous dire, mettons, sur 800 produits ou 1200 produits, une augmentation, 10 cents, 15 cents, 20 cents. Mais là, c'est pas ça. Là, c'est tout un mécanisme d'augmentation systématique des prix. Oui, qui est excessivement compliqué, là, Mario. Là. J'aimerais ça pouvoir expliquer à nos auditeurs et nos auditrices là, très facilement exactement comment ça fonctionne. Très facilement, moi. Tout ce qui est en haut de 15$ va grimper. Voilà, vous venez de l'entendre ici. Bienvenue à De combien, ça, il faudrait demander à la NASA? Ouais, parce que là, regardez, là, par exemple, là, on a une hausse, là, qu'on parle, par exemple, là, de 0,6% sur des produits, par exemple, là, à 25 $ une bouteille. Ça va être maintenant 25 et 15, par exemple. Ça, c'est pas si pire. Mais en bas de 1% d'augmentation, c'est pas beaucoup, quand même. Mais après ça, plus on augmente en prix, plus vos bouteilles sont chères, plus on va prendre une majoration qui est importante sur tout ça. Et donc, ben, on va être capable d'amener, c'est ce qu'on espère du côté de la SAQ, 10 millions de dollars par année de plus dans les poches donc de l'organisme. Et c'était difficile ce matin, là, entre autres, là, pour le nouveau directeur de la SAQ qui était en entrevue puis qui avait de la difficulté à expliquer exactement, là, M. Farcy, l'entièreté là, de comment ça fonctionne, ce calcul-là, combien ça va coûter, sur quoi exactement. Parce que la SAQ vient de connaître là, ses pires ventes depuis 10 ans dans l'an passé. Les ventes sont au ralenti, là, la Société des alcools du Québec. C'est une première. Écoute, on disait toujours, on faisait des farces à chaque rapport, ça augmente, on prend du vin. Puis là, tout à coup, il y a un recul. Je pense qu'il y a circonstances économiques. Oui, parce il y a quand même la mode ouais. un peu, là, la mode du sans-alcool. Il y a le prêt-à-boire aussi, qui est très, très, très important. C'est ce qu'on dit maintenant dans les ventes de la SAQ, c'est en grande augmentation. Par exemple, ton gin tonic préféré. C'est ça. Puis ça, ça vend dans les épiceries. Ça vend, oui, ben c'est exactement. Là, la SAQ en a. Mais c'est la SAQ, en fait, parce que vous allez pouvoir trouver du prêt-à-boire comme ça, par exemple, dans l'épicerie. Le problème, c'est que c'est jamais, c'est toujours de la liqueur de malt que tu vas retrouver. Parce que pour tout ce qui est du fort, par exemple, si tu veux un vrai gin tonic. Qu'il y a du gin dedans. Faut que ce soit à la SAQ que c'est vendu, par exemple. Parce que sinon, ça va être une espèce de liqueur de malt, là, comme on peut en trouver. Des seltzers et autres produits. Ça sera à l'épicerie. Bref, donc c'est une augmentation quand même, la surprise aujourd'hui de la SAQ. On verra si ça va aider d'augmenter les prix à augmenter les ventes aussi, Mario. Ben. Je pense qu'ils se disent qu'il faut qu'ils augmentent leur marge là, pour ramener de l'argent au gouvernement. Le monde. Mais c'était le Super Bowl hier, Mario. Oui, Super Bowl qui a été remporté, bien évidemment, par les Chiefs de Kansas City. En prolongation, monsieur. En prolongation, la deuxième de l'histoire du Super Bowl. Quel scénario, Mario? Quel scénario parfait? Peut-être trop parfait? Et c'était soit la consternation, soit la réjouissance hier sur les réseaux sociaux. Et oui, je vais vous parler de théorie du complot parce qu'on le sait, c'était ça, la lubie depuis un moment des complotistes. Mais il y en avait eu toute la semaine avant le Super Bowl. Mais là, hier, est-ce que le Super Bowl a confirmé les théories du complot? Mais oui et non, là. Mais pour certains, puis honnêtement, depuis le début de la partie, ça a été là, non-stop. Chaque fois, bien évidemment, que les caméras se braquaient sur la loge de Taylor Swift, mais là, on s'en est donné à cœur joie. Le fait que tous ses compagnons qui étaient avec elle étaient habillés en noir. On y a vu un signe ténébreux. Par la suite, il y avait la rappeuse Ice Spice qui était avec elle, qui portait une croix au cou, une grosse croix, qui semblait, selon certains, à l'envers. Le signe de l'Antéchrist, bien évidemment, Mario. Et là, c'est pas une blague. Ça a été repartagé des milliers de fois sur X hier. Des vidéos de Taylor Swift qui cale une bière pendant que Ice Spice est en train de faire des rock-on comme ça. Ouais. Je rappelle que c'est le signe des cornes du diable, Mario. Oui. Donc là, on parlait de satanisme au Super Bowl. Il y a des gens qui se sont mis à dire que le soleil en dessous de Usher pendant le spectacle de la mi-temps, c'était bien évidemment un symbole païen associé aux francs-maçons, le symbole d'Osiris, ancien dieu égyptien. Son autre nom, Osiris? Usir? Usher? On s'est mis à dire que c'était... je te le dis, Mario, on en a vu pour tous les goûts, mais ma préférée, hier, Patrick Mahomes, le corps arrière des Chiefs, a lancé combien de verges? 333. Non. L'adresse du stade,
3333. Mais là, t'enlèves le 1000 parce que ça nous plaît pas. T'additionnes ça. 333 plus 333. 666. The number of the beast. The number of the beast. Résumer l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.